par quoi commencer? Je cherchais comment ordonner en 3/4 d'heure. La première phrase qui m'est surgie, bon, alors un petit mot sur moi quand même. Je suis inspecteur du travail pendant 30 ans, je suis un fils d'ouvrier. Mon père était menuisier chaudronnier à la SNCF, ma mère est soignante. J'ai fait une douzaine de boulots, dont manutentionnaire, chauffeur, livreur, conducteur de train, facteur, pion, prof, imprimeur, ouvrier du livre. Et ensuite, dans ma vie professionnelle comme inspecteur, j'ai dû visiter, j'ai fait le compte un jour, à peu près 9000 entreprises. En 30 ans. J'ai travaillé, cotisé 41 annuités, et donc, comment dirais-je, le droit du travail et l'entreprise, je connais un peu par cœur, parce que parfois on me donne des leçons, vive l'entreprise, ça ne veut rien dire, vive l'entreprise. Comme si vous criez vive les poissons. Il y a des requins et des sardines, ils n'ont pas de la même taille. Et dans l'entreprise, il y a des salariés et des employeurs, c'est pas les mêmes intérêts. Ils peuvent coïncider ou se confronter. Donc il faut quand même raisonner en termes de qui fait quoi, dans quelles circonstances. Moi, je suis inconditionnellement du côté des salariés, c'est eux qui produisent les richesses. Et c'est eux qui ne reçoivent pas la part qu'ils méritent. Qu'est-ce que c'est l'entreprise sans salarié? C'est 0 plus 0, la tête de Toto. Je disais cet après-midi, on dit parfois un patron vous donne du travail, un patron vous donne rien. Jamais un patron donne quelque chose à son salarié. Il achète sa force de travail, ce qui est d'ailleurs légitime. Le salarié cherche à la vendre, il a un salaire. Le plus cher possible, c'est normal. Et le patron, s'il veut faire vivre son entreprise, il cherche à la payer le moins cher possible, c'est aussi normal. C'est pour ça qu'il y a des règles du jeu, un droit, une république, un état de droit, une république sociale. Et qu'on a des syndicats. Je suis un syndiqué depuis 1963, ma première carte syndicale, ça me fait une paye d'activité militante. Et si je n'avais pas été militant avant d'être inspecteur du travail, le métier d'inspecteur du travail me l'aurait fait devenir. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. J'en ai constaté, dans ma vie professionnelle, j'ai dû enquêter sur 14 accidents mortels. Ça marque. Les accidents mortels, il y en a encore 500 par an. La semaine dernière, j'ai fait un article sur un môme de 19 ans. Et, 4e étage, il a chuté, mais tout simplement parce que l'échafaudage était mal ancré, et deuxièmement parce qu'il n'y avait pas de point d'attache pour son baudrier. 19 ans. S'il y en a un qui me dit que le code du travail est trop gros, je me fâche. Parce que je veux plus de détails dans le code du travail pour pas qu'un môme de 19 ans meure. Parce que je veux plus d'obligations pour pas qu'un employeur laisse un échafaudage sans qu'il soit ancré et sans qu'il y ait un baudrier. Je veux plus d'obligations pour qu'il y ait un contrôle, une sanction, et quand il y a une faute inexcusable de l'employeur, qu'elle soit sanctionnée. Parce que je ne vois pas pourquoi on sanctionne des gens qui font telle ou telle erreur et pas l'employeur. Je ne suis pas contre les employeurs. Je respecte ceux qui respectent le droit. Je ne mets pas sur le même plan le petit employeur et le grand employeur. Je sais que le petit employeur souffre. C'est pas lui qui décide, c'est le donneur d'ordre en haut. Je suis le respect pour le petit patron de la PME, PMI, ETI qui essaie de s'en sortir. Mais il faut qu'il ait conscience d'une chose. Il ne faut pas qu'il s'en sorte en se retournant contre son salarié. Il faut qu'il s'en sorte en se retournant contre la grosse entreprise qui lui passe le marché et qui fixe le prix. Parce qu'en France, il y a 1000 entreprises, 1000, qui décident de tout. Elles font 50% du produit intérieur brut. 50% pour 1000 entreprises. Et elles font travailler 3,5 millions de personnes à elles toutes seules. C'est là qu'est le problème. C'est pas dans... Je rame et je voudrais qu'on me rende plus souple les 3 salariés que j'ai derrière moi. Je rame et je voudrais qu'on facilite le licenciement pour expédier un tel et un tel. Non, la vraie question, c'est comment on fait respecter le droit aux 1000 d'en haut qui décident de tout. C'est ça la vraie question. Et moi, mes batailles, c'est celle-ci, parce que je sais que si on fait respecter le droit à ceux d'en haut, on fait retomber l'argent. Et ça les évite d'aller le placer dans les îles Caïmans. Ça les évite de spéculer dessus. Et on peut redistribuer les richesses si on s'en prend à ceux d'en haut. Faut pas croire, faut pas s'en prendre à ceux d'en bas. Il y a des gens qui confondent, ils croient que si ça va mal, c'est à cause du gars d'à côté. Parfois, ils disent de l'immigré. Non, c'est à cause du banquier. Les responsables, c'est vraiment ceux de la finance. Ils dirigent tout. Il y a 1% des gens dans notre pays, 1%, qui possèdent plus que 50% du patrimoine. Et c'est en fait ça, par cette phrase-là, je voulais commencer, je l'ai retrouvée. Sortez la crise de votre tête. Sortez la crise de votre tête. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Et la crise, c'est ça. Parce qu'il y a 1% des gens, dites-vous le bien, allez, on va les énumérer. Ils ont
600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. C'est un chiffre indiscuté. 600 milliards. C'est 2 fois le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 300. Ils ont 500 familles. 500 familles. On dit, ah, 500 familles. Oui, 500 familles ont 460 milliards. 1,5 fois le budget de l'État. Dedans, il y a 78 milliardaires. Il y en a 2, vous connaissez tous, Arnaud et Bettencourt. Ils possèdent plus que 20 millions de Français. Alors vous me direz quoi, il y a des malheureux, on doit faire des impôts dégressifs, des indemnités dégressives pour le chômage. La solution, c'est de faire de la dégressivité des indemnités chômage et pas de prendre l'argent à ces 2 qui détiennent plus que 20 millions. Vous avez en France 80 milliards de fraude fiscale. Moi j'étais intervenu il y a 3 ans quand Cahuzac avait été démasqué. Enfin c'était démasqué, vous vous souvenez? Le gars était ministre du budget, il avait des pancartes sur le ventre, il allait parler, il disait lutter contre la fraude fiscale, il fraudait lui-même. Pas mal quand même. Et ils ont mis un successeur, à l'époque c'était Bernard Cazeneuve. Et Bernard Cazeneuve, il a dit oui, il y a 80 milliards de fraude fiscale. Pas discuter le chiffre. Et il a dit pour l'année prochaine, je vous propose d'en faire rentrer 2 milliards. J'ai dit il en manquait 78. Ah, c'est plus dur. Ah bon, alors c'est plus facile de rendre dégressibles les indemnités des chômeurs que d'aller chercher la fraude fiscale? Ah mais les gens disent, mais c'est impossible, si c'est de la fraude, on ne peut pas l'avoir. Il y en a d'autres qui sont un peu plus pervers, ils disent, si on va taxer les riches, ils vont s'en aller. Ils sont déjà partis. Mais on peut aller les retrouver. Parce que maintenant, tous les moyens existent. On sait où est chaque centime. On a trouvé où étaient les derniers centimes de Cahuzac à Singapour. Vous pouvez trouver où est chaque sou de chaque multinationale. Total, par exemple, qui est la première société de notre pays, fait 185 milliards. Plus de la moitié du budget de l'État. Elle paye que pratiquement 0 point d'impôt, 2-3 points d'impôt. Moi, je peux vous expliquer s'il y a une volonté politique. Comment on fait payer Total, qui a 19 filiales sous-traitantes aux Bermudes, qui a la première au Luxembourg pour blanchir l'argent. D'ailleurs, le Luxembourg va me faire la transition. Savez-vous, on parle de Snowden en ce moment dans l'actualité. Le gars qui a... C'est un hacker, il a découvert tout. Si vous mettez ministre du budget, j'embauche 2000 inspecteurs des impôts et 100 hackers, comme dans les films. Et puis on trouve tout, tout. Mais ceux qui ont trouvé déjà, c'est un scandale que vous avez peut-être entendu parler, c'est LuxLeaks. Et LuxLeaks, au Luxembourg, c'est l'histoire de Jean-Claude Juncker qui dirige l'Europe. Pendant 15 ans, il était ministre de l'économie, puis 15 ans Premier ministre. Ce qui a été révélé, c'est qu'il avait détourné, blanchi 2400 milliards d'euros pendant ces 15 années, avec 340 multinationales, dont 58 multinationales françaises, Total en premier. Et les 58 multinationales françaises, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission contre la lutte contre la fraude fiscale, Étienne Galu qui la dirige, au Parlement. 100 milliards par an. 100 milliards par an pour 58 multinationales françaises. Détournées, blanchies, qui devraient être dans notre budget. Excusez-moi, mais j'ai résolu la crise, j'ai eu raison de vous dire de sortir la crise de votre tête. Parce que pourquoi on va les retirer 9 milliards à la sécurité sociale, 10 milliards aux collectivités territoriales? Pourquoi on va les retirer 6 ou 8 milliards sur le fonctionnement du budget de l'État? Pourquoi? L'argent est là. Vous avez qu'à effectivement trouver les moyens pour récupérer cet argent et d'autre part pour taxer les entreprises. Les petites entreprises sont taxées à hauteur de 33%, les grandes entreprises à hauteur de 8%. Il avait été dit qu'on inverserait cela, ça n'a pas été fait. Le 17 décembre dernier, même le groupe socialiste avait voté un amendement dans le budget pour dire que tout devait être transparent. Tout devait être transparent. Et que les multinationales devaient dire partout où était leur argent. Le ministre du budget, Christian Eckert, est arrivé au milieu de la nuit et a fait interrompre le vote pour que ça ne se voit, ça passe pas. Pourquoi? Il y avait Cahuzac, à l'époque on a dit transparence, transparence, transparence. Pourquoi la loi Macron a-t-elle proposé le secret des affaires? Il a osé proposer le secret des affaires. C'est parce que des journalistes comme Élise Lucet, de Cache Investigation, ont dit non, stop, que ça n'a pas été fait, mais ils ont quand même fait que les entreprises de moins de 50 salariés n'aient plus à publier leurs comptes, c'est dans la loi Macron. Donc je vous dis, l'argent existe. La question principale, c'est la répartition des richesses. Parce qu'en fait, toute l'économie en dépend. Les gens disent, mais moi j'ai plus de clients. Ben oui, tu n'as plus de clients parce que les salaires sont trop bas. Augmente les salaires et les carnets de commandes se rempliront. Mon éditeur me dit ça, il me dit, tu te publies, tu veux augmenter les salaires, mais moi j'ai 12 salariés, ça me ferait mal de les augmenter, je ne pourrais pas y arriver. Je dis, ben si, tu ne vends pas de livres non plus. Pourquoi tu ne vends pas de livres? Parce que les gens n'ont pas de sous pour les acheter. Si tu augmentes tous les salaires, tu vendras plus de livres et tu pourras payer tes salariés. C'est comme ça qu'on tirera une société vers le haut.
Si vous faites le contraire, vous bloquez le salaire jusqu'à ce que quoi? Ce que les politiques font depuis 3 ans, disent qu'on recule on ne fait pas d'austérité, paraît-il. Mais on recule, on baisse les déficits. Vous avez remarqué qu'on a du mal d'abord à les baisser. Évidemment, quand on les baisse, la dette augmente. Ça, je sais que les gens ont du mal à comprendre que quand on baisse le déficit, ça augmente la dette. Pourtant, c'est ce qui se produit. C'est comme un jardinier qui arrose la rivière pendant que son jardin s'assèche. Ou si vous voulez la traduction, comme un commerçant, la banque lui dit « paye tes traites ». Non, j'ai du mal. « Paye tes traites ». Non, j'ai du mal. « Ah, faut payer les traites d'abord ». Il paye les traites d'abord. Mais il n'a plus d'argent pour acheter la marchandise pour sa boutique. Donc il ferme sa boutique, il est en règle avec la banque, mais il ferme sa boutique. Si vous voulez faire payer les traites, rembourser, etc., vous fermez la boutique, et c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on réduit le déficit, la dette augmente. Parce que dans les 3 dernières années, la dette est passée de 86 points du produit intérieur brut à 98 points. 12 à 13 points de plus. Donc il y a quelque chose qui cloche. Comment faire pour monter une société? Je vais vous dire, avoir confiance, relancer, et deuxièmement s'appuyer sur le salariat, parce que c'est lui qui est dynamique et qui produit. Alors, relancer, c'est augmenter les salaires. Relancer, c'est stimuler la production. Relancer, c'est pas donner 41 milliards au patron. Parce qu'ils n'en font rien. Ils ont eu les 41 milliards. Il n'y a pas eu un seul emploi de fait. Non seulement il n'y a pas eu un seul emploi, mais depuis 3 ans, il y a 1 300 000 emplois de moins, catégorie A, B et C. On est à 6 25 000 chômeurs. 6 250 000. Toutes catégories confondues, outre-mer inclus. Il ne faut pas continuer comme ça. Et pour ne pas continuer comme ça, il faut renverser la table et la machine. Il faut dire exactement ce qu'on va faire. Il faut stimuler l'emploi. Il y a des emplois publics. Pourquoi on ne fait pas d'emploi public? Pourquoi on supprime les postes partout? À la SNCF, dans les hôpitaux, dans les fonctionnaires, chez les pompiers. Les fonctionnaires, on en a besoin. Pour les fonctionnaires, ça coûte cher. Mais ça ne coûte pas cher, les fonctionnaires. Tout fonctionnaire rapporte plus que ce qu'il est payé. Aucune entreprise ne pourrait marcher en France sans fonctionnaires. Si vous n'avez pas des gens pour former le salarié, il n'y a pas de travail. Si vous n'avez pas des gens pour soigner le salarié, il n'y a pas de travail. Si vous n'avez pas des gens pour payer la retraite du salarié, il ne va pas travailler longtemps. Et donc la vérité, c'est qu'il faut mettre l'argent dans l'emploi public, dans les services publics, augmenter le salaire et remonter la machine pour que l'économie reparte. Tous les gestes qui sont faits actuellement à l'envers de ça sont des gestes qui aboutissent au recul que nous connaissons. Sortez la crise de votre tête. On peut se sortir de la crise. La France est assez riche pour le faire. Et on dit parfois, oui, elle est en retard sur les autres. Elle est en retard parce que justement, elle ne fait pas ça. Et pour relancer Alors, je vais vous donner un autre exemple. En 1945, c'est loin, c'est un peu une autre circonstance, c'est vrai, mais enfin, la dette de la France était 290 points par rapport à son produit intérieur brut à l'époque normale, après la guerre. Mais si on avait resserré d'abord et voulu rembourser la dette et serrer les déficits, on ne serait jamais reconstruit. C'est parce qu'on a dépensé plus qu'on s'en est sorti à l'époque. On a emprunté plus, on a dépensé plus, on a fait les comités d'entreprise, on a fait la sécurité sociale, on a fait la santé, les retraites, et c'est comme ça qu'on s'est sorti. Quel est le raisonnement qui dit « Attention, il faut être rigoureux, il faut baisser les déficits, il faut bloquer les salaires, il faut casser le droit du travail, il faut rendre les salariés flexibles ». Quel est le raisonnement qui aboutit à ça? C'est un raisonnement absolument négatif du point de vue des résultats. Et alors, moi j'ai une vieille formule, quand on me dit « J'ai des doutes sur ce que tu dis », je dis « Mais la preuve du pudding, c'est quand on le mange. » Parce que ça fait 3 ans qu'on a de mauvaises politiques, et elle échoue parce qu'elle n'est pas orientée comme je suis en train de parler. Et alors après, on arrive à cette situation dramatique, là, pour les salariés. Il y a 18 millions de salariés en France. Du privé. Et puis on en a 4,5, 5 millions, ça dépend comment on les compte, du public, parapublic, et dedans 850 000 à 950 000 contractuels qu'on pourrait rattacher au privé. 24 millions de salariés actifs, 6 millions, je l'ai dit tout à l'heure, 250 000 chômeurs. C'est eux la force productive. Et donc il faut qu'ils soient bien. Or, on est en train de dire non, il faut qu'ils ne soient pas bien. Il faut qu'ils soient flexibles. Il faut qu'ils aient pas de droit. Il faut qu'ils aient pas de code du travail. Il faut qu'ils aient ils gagnent le moins possible. Il faut qu'il n'y ait plus de comité d'entreprise, ou presque plus, qu'il n'y ait plus de CHSCT. Il faut qu'il n'y ait plus de médecine du travail.
faut qu'il n'y ait plus d'inspection du travail. Il faut que les syndicats arrêtent de nous casser les pieds, quoi. Et ça ira mieux. Mais c'est faux, bien sûr. Ce que je voudrais vous défendre, c'est, dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, ce sont les salariés bien formés, bien traités, bien payés qui produisent le plus. C'est pas les flexibles. C'est pas en dégradant le statut du salariat qu'on s'en sort. C'est en l'élevant, en l'éduquant, en le payant mieux, en le respectant davantage. D'ailleurs, toutes les entreprises, quelque part, même quand le patron il n'est pas malin, ils comprennent ça. Parce que essayer de faire une entreprise qu'avec des flexibles, vous n'aurez pas du truc de bonne qualité. Vous n'aurez même pas de bonne marge. Vous n'aurez pas de gain de productivité. Vous n'aurez rien de tout ça. C'est pas comme ça que vous aurez de la compétitivité. C'est pas en baissant le salaire, c'est pas en baissant le coût du travail. Pas qu'il faut être compétitif, mais c'est pas vrai que les patrons veulent de la compétitivité. Ça se saurait si c'était ça. Parce qu'ils y arriveraient tout de suite. Il suffit de baisser les dividendes. Si vous baissez les dividendes, le prix des produits sont moins chers. Alors il y a quelqu'un qui va me dire, oui, pas dans ma petite entreprise, je n'ai pas de dividendes. Attention, hein. En France, la France, l'année dernière, est la recordman de la distribution des dividendes dans le monde en proportion de son produit intérieur brut. La recordman. Donc il y a quand même des gens qui prennent. Macron, j'aime pas Macron, hein, je dis de suite. Mais rien n'est bon dans le Macron. Sa loi c'est, à l'arrivée, c'est 308 articles. Hein, 308 articles. Il est parti de 106 articles, 308. Les sondages, ils disent 65% des Français sont d'accord avec la loi Macron, ils le trouvent génial. Ouais, mais 98% des Français ne savent pas ce qu'il y a dedans. S'ils savaient ce qu'il y a dedans, ils changeraient d'avis tout de suite quand ils répondent aux sondeurs. Bon, Macron, c'est un drôle de personnage. Une sorte d'ovni, venu d'ailleurs, du 19e siècle, Guizot, enrichissez-vous. Quand il est en Grande-Bretagne, il dit « Vous avez eu la chance d'avoir Margaret Thatcher ». Quand il est en Allemagne, il dit « S'il y a trop de chômeurs en France, c'est à cause du fait que les salariés sont trop protégés ». Quand il est à Las Vegas, il dit « Je vais agressivement changer la situation de la France ». Quand il est à Davos, il est à côté du gars qui s'appelle Uber, là, enfin qui dirige Uber, des VTC, des taxis non salariés. Et il dit c'est l'avenir. Et il dit en anglais, en douce, pour pas qu'on prenne à vivre sur le journal télévisé, il dit en gros, en douce, qu'il a cassé les 35 heures, de facto. C'est un drôle de bonhomme. Il y a toujours dans les gouvernements un peu incertains, qui subissent des crises, qui sont en difficulté, des personnages interlopes comme ça. Puis Rasputin, jusqu'à Bernard Tapie. Et là, vous avez un exemple. Bon. Et ce personnage-là, il croit, Macron, que c'est... D'ailleurs, c'est aussi l'apparence de la... Comment on appelle ça? La politique de l'offre. Qu'est-ce que c'est la politique de l'offre? C'est qu'on donne du fric aux patrons pour qu'ils produisent plus, mieux, qu'ils embauchent plus. Enfin, c'est Deus ex machina, ceux d'en haut reçoivent l'argent, et c'est l'espérance que ça va ruisseler. La théorie du ruissellement. Comme les verres de champagne, vous savez... on met en couple, là, on les met tous en cascade comme ça, puis on verse le champagne en haut, puis on est en bas avec son verre pour avoir une petite goutte. Et on espère que quand on donne aux riches, ça va ruisseler, ça va bénéficier à tout le monde. C'est ça, la théorie du ruissellement. C'est ça avec Macron marche, hein. Politique de l'offre, c'est ça, quoi. On donne 41 milliards à Gattaz et on dit tu vas créer de l'emploi. L'autre, il amène un badge 1 million d'emplois qu'il a fait fabriquer en Asie du Sud-Est, et puis il en fait 0, même pire, il en supprime. Parce que quand Macron dit « Oh oui, on peut accepter de vendre Alstom à General Electric », je vous garantis qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois. 750 cette année, 2700 dans les 2 années qui viennent. Alstom supprime les emplois. Pourtant, Alstom est riche, milliardaire, machin, c'est des gens qualifiés, c'est des gens, il y a une production, ils peuvent parfaitement augmenter, etc. Mais ils ne le font pas, voilà, ça ruisselle pas, ça ruisselle pas. Et il y a toujours cette idée étrange, c'est que c'est parce que ça c'est à cause de l'argent. Non, c'est pas à cause de l'argent, parce qu'ils sont absolument riches à milliards. Alors c'est à cause de quoi? Ils freinent leur capacité de production. Le taux d'utilisation des capacités productives en France, TUCP, c'est 70%. C'est-à-dire que les entreprises, on ne parle même pas d'investissement, sans investir, elles pourraient produire plus. Mais ils ne le font pas parce que ça diminuerait leur marge. Et ils préfèrent leur marge à la productivité et à la compétitivité. Et ils accusent les salariés d'être ça. Vous n'êtes pas assez fidèles, flexibles, vous nous embêtez avec votre code du travail, on perd du temps à recevoir vos délégués.
Et ils accusent les salariés, mais c'est eux qui ne veulent pas produire plus. C'est eux qui font le chômage. C'est eux qui limitent les choses pour garder leur marge. Et leur marge, ils ne la remettent pas dans l'emploi. Parce que ça rapporte plus de mettre l'argent dans les îles Caïmans que de le mettre dans l'investissement, que de le mettre dans l'entreprise. Spéculer rapporte plus que travailler. À partir du moment où on a un système comme ça, on sait à quoi on a affaire. C'est un système-là. Il avait raison, celui qui, il y a quelques années, a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Mais il aurait dû en tirer toutes les leçons, parce que c'est vraiment notre ennemi, la finance. Et donc, en conséquence, c'est dans ce contexte-là qu'arrive la casse du Code du travail. Puisqu'on ne s'en prend pas à la finance, on s'en prend à nous. Nous qui travaillons. Et alors, le cas, c'est extraordinaire, le rapport Badinter. Moi, je suis comme vous, j'ai beaucoup de respect pour Badinter, je suis sûr que c'est votre cas à tous, dans son combat contre la peine de mort. Beau combat. Mais quand il parle de droit du travail, il n'y connaît rien, c'est un pignouf. J'utilise le mot exprès, pignouf. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un beau nom pour un sale boulot. Je ne veux pas que ça serve de couverture et que ça trompe les gens. Les 61 propositions qu'il y a dans le rapport de Badinter sont toutes libérales. Elles n'ont rien à voir avec le Code du travail, elles ont à voir avec le droit civil. Quand il dit, point 3, la dignité de la personne sera protégée dans la relation de travail, je vois quelqu'un qui me dit, c'est bien ça. Ben non. Parce que dans le Code du travail, on ne dit pas la personne, on dit le salarié. Quand on dit le salarié, on induit un rapport, un certain type de contrat, qui n'est pas le même si vous êtes VTC ou si vous êtes salarié. Et la personne, ça peut être l'indépendant, au même titre que le salarié. Et on est en train de casser la spécificité du Code du travail. On le rend libéral et on enlève comme un droit spécifique le Code du travail. Et là, je reviens tout de suite, je le disais au journaliste qui m'interrogeait, l'origine du Code, et je l'ai dit cet après-midi, je pense que c'est important. L'origine du Code du travail, en fait, bon, au départ, il y a la lutte contre les durées du travail, les hommes, les femmes, les enfants. On est en 1840, le docteur Villermé fait une enquête, il voit les gens travailler 15h, 16h, 17h, les femmes et les enfants mourir au travail. Bon. Et il dit, il faut travailler moins. Et l'histoire du Code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. 1840-1920 pour passer de la journée de 17h à la journée de 10h. Puis ensuite, il faut 70 ans pour passer de la semaine de 35 heures, de 40 heures à la semaine de 35 heures. C'est l'histoire de la réduction du temps de travail qui permet de travailler plus nombreux, de gagner plus, de partager le travail et d'avoir une meilleure vie. Bon, ça c'est l'histoire du Code du travail. Mais il y a un moment où il se passe quelque chose en France. C'est la catastrophe de Courrières. Pour ceux qui se souviennent, on est dans le Pas-de-Calais, on est en 1906, dans la mine, coup de grisou, et il y a 1099 morts. Et le patron se comporte comme un patron, comme Gattaz. Il dit, il faut reprendre le travail, tout de suite. Parce que sinon, le charbon polonais arrive. Ou si vous ne reprenez pas le travail, je vous vire, parce que j'ai plus d'argent. Et les gens reprennent le travail sans chercher à trouver les survivants. Et il y en avait. Il va sortir 14 survivants une douzaine de jours plus tard. Enfin 13, puis un dernier. Les gens sont choqués, quoi. Dans quelles conditions a-t-on fait reprendre les gens, tout ça, arrêter les recherches, alors qu'il y avait des survivants? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas, je le dis toujours, BFM Télé à l'époque. Il n'y avait pas ITV, il n'y avait pas de reportage. Mais l'opinion a été tellement choquée qu'on a pris une décision historique en France. 1906. La création du ministère du Travail. Pour que le droit du travail arrête d'être soumis aux exigences de l'économie. Et le Code du travail qui a commencé en 1910 et qui s'est construit de décennie en décennie, de grève en grève, des grèves de 1920 au Front populaire, à la Libération, en mai 68, en novembre-décembre 95, a été construit comme une protection des salariés contre les exigences de l'économie et du patron dans les entreprises. Alors quand François Hollande, au mois de septembre dernier, en sa conférence de presse, annonce la énième réécriture du Code du travail, parce qu'elle a déjà été faite par la droite entre 2004 et 2008, il dit « Nous allons adapter le droit du travail aux exigences des entreprises, aux besoins des entreprises. » En une phrase, c'est une rupture avec un siècle d'histoire. En une phrase, c'est une contre-révolution. En une phrase, ça veut dire qu'on abandonne les principes qui nous ont fait bâtir un droit du travail pendant 100 ans. En une phrase, on dit qu'on va soumettre les salariés, qu'on va soumettre le droit du travail à la rentabilité, à une compétitivité dont j'ai dit précédemment ce qu'il en était. Et là, ça ne va plus du tout.
Il faut plus de droits du travail et pas moins. Il faut plus protéger les salariés et pas moins. Il faut qu'ils soient plus formés, je me répète. Mieux payés, mieux traités. Et c'est ça qui fera vivre l'économie, pas la dégradation. D'ailleurs, regardez, comparé avec le monde entier. C'est dans les économies pauvres qu'il y a moins de droits du travail. Dans les économies riches, il y en a plus. Même en Allemagne, en Suède. Cherchez. C'est pas là où il y en a le moins que ça va le mieux. C'est quand les gens sont bien traités. Alors notre code il a évolué. Alors il a été bâti avec des choses d'ailleurs constitutionnelles, hein, parce que la Constitution française dit les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises. C'est la Constitution. Le Parlement dit, la Constitution dit aussi, article 34, c'est le Parlement qui légifère en matière de droit du travail et de droit social. C'est pas le contrat, c'est le Parlement. On a bien des bases constitutionnelles, historiques, qui confirment ce que je suis en train de dire sur l'existence et le sens de la construction du code. Pourquoi aujourd'hui va-t-on revenir en arrière, et comme le projet Badinter, va-t-on nous dire les besoins des salariés là sont soumis aux besoins des entreprises? Il le répète 10 fois. Il enlève tous les chiffres. Alors on dit, pour des questions de principe, je n'ai pas mis de chiffres. Il n'y a qu'un seul chiffre qu'il met. C'est le travail des enfants à 16 ans. Puis il y a la ligne suivante, c'est sauf si la loi prévoit une dérogation. Et là, il n'y a plus de chiffres. On peut donc travailler à 8 ans? On peut donc travailler à 10 ans? Il n'y a pas de durée du travail. La durée du travail, c'est plus la durée légale dans Badinter. C'est la durée normale. Qu'est-ce que c'est la durée normale? On n'en a jamais parlé depuis un siècle. On a toujours parlé de durée légale. On est passé de 40 à 39 à 35. Il y a une durée maximale, c'est 48. C'est pas marqué non plus. Il n'y a pas la durée maximale du travail. Il y avait, et dans le Badinter, il y a marqué on va payer les gens selon une périodicité et une régularité. Ah bon? Moi je crois qu'on était mensualisé en France depuis Pompidou. Ça s'appelait mensualisation. Pourquoi ils n'utilisent pas le mot mensualisation? Il y a une durée du travail annuel. Je ne suis pas trop pour la durée du travail annuel, je vais vous dire pourquoi aussitôt après, mais elle est de 1600 heures. Elle n'est pas mentionnée. Il n'y a même pas comment on paye. Il est interdit dans le code du travail actuel de payer à la tâche. On paye à l'heure, équivalent à certains travaux. Là, c'est plus précisé. On peut payer à nouveau à la tâche, sans doute. Donc, il dit, j'ai fait 61 principes, et les principes vides ne sont plus tout ce qui est jusqu'à présent en vigueur. Alors, le droit du licenciement, il n'y a plus du tout ce qui est prévu pour le licenciement. Maintenant, c'est si vous avez un motif réel et sérieux seulement, mais on ne dit pas dans quelles conditions il s'exerce. Et on se dit, mais pourquoi veulent-ils casser le code du travail? Est-ce que ça fait un emploi de plus? Ça a à voir avec l'emploi, le chômage? Non, bien sûr. Bien sûr que non. J'ai encore ma preuve du pudding. C'est que le code du travail a déjà été réécrit par un certain Jean-Denis Combrexel, le même que celui qui est derrière Badinter, entre 2004 et 2008. C'est ce qu'on a appelé la recodification. Le code du travail a été allégé. Il y a eu 10% de volume de moins. Il y a eu 500 lois de moins. Il y a eu 1,5 million de signes enlevés. Et il a été réduit, réécrit. On n'a pas fait d'emploi de moins, ça a été terminé en 2008. Rien fait de plus. Donc ils ne peuvent pas nous dire que ça peut marcher. Et alors on lui dit, mais maintenant il est encore trop gros. Vous savez, c'est Poujadas à la télé, là. Il montre le code du travail, il dit 1,4 kg. Moi j'ai fait cet après-midi, mais vous vous rendez compte, pour des millions de gens, 1,4 kg. C'est pas votre code, il fait 1,4 kg. C'est pas pour vous, il fait 1,4 kg. Vous croyez que ça vous défend? Ben non, 1,4 kg. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais ouvert. Et puis comme il fait 1,4 kg, vous ne pourrez jamais l'ouvrir. Vous n'êtes pas assez cultivé, formé pour 1,4 kg. Puis 1,4 kg, c'est trop gros comme code. Donc il faut bien le couper de moitié, d'un tiers, etc. Donc rien de façon vulgaire, parce que le poids du code, entre nous, tous les codes sont lourds. Vous avez déjà pesé le code des impôts, le code du commerce, le code de l'agriculture, le code des affaires maritimes, le code civil, le code pénal. Ils sont tous gros, plus gros que le code du travail. Alors pourquoi ils s'en prennent à celui-là? Vous avez vu Bayrou, je l'ai fait cet après-midi aussi, mais qui sortait à des paroles et des actes le code du travail, on dirait 3900 pages qui nous empêchent de travailler en France. Et il a ajouté, il y a le code du travail suisse, il est tout petit, là-bas ils ont que 5% de chômeurs. On nous prend pour des gougous pour nous dire ça. Vous comprenez? Parce que le code du travail, même le nôtre, là, il y a 675 pages de loi et 3300 pages de commentaires. J'ai dit cet après-midi, c'est comme si vous éditiez Françoise Sagan, amendée par Marcel Proust. C'est une question d'édition, mais pas une réalité.
Et donc, et le code du travail suisse, il n'y en a pas de code du travail en Suisse, il est mentait. C'est un traité entre les cantons pour la paix au travail qui date de l'après-guerre. Et le code, c'est pas la grosseur du code du travail, bien entendu, qui est en jeu. Alors, c'est la lisibilité, mais tout le monde sait que dans le code du travail, il y a 10 lois qui servent au prud'homme, s'il y a des conseillers prud'homme parmi vous. 10 lois, à tout casser, sur la naissance du contrat, sur la gestion du contrat, la rupture un petit peu. Puis voilà, surtout sur la rupture d'ailleurs. Et donc en vérité, il n'est pas illisible, il n'est pas trop gros. C'est un texte fait à part spécifique pour protéger le salarié parce que celui-ci est subordonné dans son travail. Et là, je suis au cœur de ce qui se discute avec l'affaire des indépendants et du salariat. Ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Subordination juridique permanente. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité. Vous êtes subordonné. Et en échange de la subordination, vous avez des droits. C'est le code. Il faut comprendre ça bien clairement. C'est pas mal, forcément, d'être subordonné. Si vous avez des droits, ça permet de fonctionner avec un état de droit. Le patronat, le MEDEF, a fait un long colloque pour remplacer ça par la notion de soumission librement consentie. En anglais, c'est compliance without pressure. Soumission librement consentie. Et quand il fait ça, il enlève les droits. Vous acceptez de gré à gré de ne plus avoir de droits. Vous acceptez de gré à gré de ne plus avoir d'horaire. Vous acceptez de gré à gré de ne plus avoir de normes de salaire, de grille de carrière, de protection pour la chaussure de sécurité ou pour autre chose. Et ça, c'est l'enjeu qu'il y a derrière Macron. Parce que Macron dit je suis pour une société non statutaire. Ni statut fonction publique, ni code du travail. Qu'est-ce que c'était une société non statutaire? Alors j'aborde la question des VTC plus directement, puisque ça fait 5 fois que je l'évoque. Voiture, tourisme avec chauffeur. Uber. Je vous décris la vie d'un VTC. J'ai discuté avec l'un d'entre eux. 25 ans, j'ai pas de boulot. Faut que je bosse, faut que je m'en sorte. Vous avez fait combien d'heures dans la journée, monsieur? 20 heures. Vous faites combien d'heures dans la semaine? 110, 120. Et alors, vous payez des cotisations sociales? Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? Bah parce que j'ai eu un accident de tôle il y a 3 semaines et ça m'a coûté 1600 €, je rembourse. Vous avez demandé à Uber? Bah oui, mais ils veulent pas. Ils disent que c'est à moi de me débrouiller avec la voiture. Ah bon, mais alors, il me dit, puis j'ai des problèmes avec la voiture. Même une dame l'autre jour, elle a crasé son chewing-gum, j'ai mis 1h30 pour la nettoyer. C'est moi la voiture. Et c'est quoi? Bah, je la rembourse, l'assurance. Vous la payez. Et vous avez un revenu? Bah oui. Uber me commande une course, ils me disent le prix de la course, et je leur donne 20%. C'est-à-dire que c'est pas Uber qui paye. C'est pas le salarié, puisqu'il n'est pas salarié. Il n'y a pas de contrat de travail. Celui qui reçoit la course, un contrat commercial, qui paye ce qui n'est pas son patron, qui peut ne plus lui donner de course, qui n'a plus d'obligation avec lui. Et il paye sur une course qui lui est donnée par Uber, 20%, c'est quand même le tour de force. Il n'est plus salarié, il n'a plus d'avantage et c'est lui qui paye le patron. Enfin, le non-patron. C'est terrible comme situation. Parce que Jacques Attali, par exemple, et Macron, vous diront que l'avenir de la société, c'est l'ubérisation. L'avenir de la société, c'est que le salariat disparaisse. Ou plutôt, que l'élite soit salariée. Et qu'autour, une nébuleuse de gens soit commandée à la tâche, à la mission ou au chantier. Ça existe déjà beaucoup, hein. Femmes de ménage, réparateurs informatiques pour l'ordinateur, des profs qui donnent le cours le soir. Vous avez toute une série de métiers, même dans les hôpitaux. Maintenant, on fait appel au kiné pour une intervention ponctuelle. L'autre jour, j'avais une femme là dans un débat télévisé, elle me dit « Oh, vous vous rendez compte, les jardiniers du Sénat sont encore fonctionnaires. » N'imaginez pas que la petite catégorie, le jardinier, puisse avoir un statut. Il devait être horticulteur à son compte, auto-entrepreneur, et on l'appelait quand il fallait couper les arbres du Sénat. C'était inadmissible pour elle qu'il ait un statut de salarié. Elle voyait la société ubérisée. Et quand vous ubérisez la société, vous gagnez encore plus que quand vous flexibilisez. Parce qu'il y a deux choses qui se mêlent en ce moment. Une, c'est l'attaque contre les droits des salariés. Deux, c'est l'attaque contre le salariat et le statut. Si vous êtes indépendant, vous êtes indépendant. Plus de feuilles de paye, plus de garantie, plus de contrat, plus de règles, plus de loi, plus d'horaire. Si vous êtes
pas indépendant, ben on vous dit, bah attends, tu vas pouvoir faire 38 heures, 39 heures, 40 heures sans majoration d'heures sup. Tu vas pouvoir faire toute la semaine, tout le mois. Et donc, les deux se cumulent. Avec un seul but, c'est de baisser le coût du travail, au lieu de baisser les dividendes. Donc d'augmenter les marges, et pas de chercher à être compétitif, parce que tout ça ne produit rien. Qu'est-ce que c'est les plateformes informatiques? Vous avez entendu le Blablacar, je ne sais plus comment le dire, moi. Les gens ceux qui vous organisent vos voyages là, en voiture, puis il y a ceux qui vous louent l'appartement, Airbnb, je ne sais plus comment, il y en a d'autres, qui arrivent à vous faire à manger pour des gens et vous les faites payer à la sortie. Vous n'avez pas vu ça? Alors, il y a des gens qui sont épatés, il y a une loi, hein. Enfin, il y a une loi, c'est la loi aux Comores, Macron 2, sur la numérisation, à partir du rapport du DRH d'Orange, qui essaie d'organiser ça comme si c'était l'avenir. Ouais. Mon père, cheminot, donc menuisier, il ne savait pas lire. Il bossait dans les mets. Il faisait les jardins à Sotteville-les-Rouen. Il faisait les jardins voisins, puis d'autres rues, il avait 3 jardins. Il y avait un peu de tomates en échange, et puis bon, il aimait bien ça, ça avait très bonne heure. Puis quand il faisait des trucs, parfois il faisait des meubles parce qu'il était menuisier, il faisait le meuble adapté dans la cuisine, juste à l'endroit où il faut, au centimètre près, etc. Vous imaginez maintenant une plateforme numérique qui s'installe à Sotteville-les-Rouen et qui se met à recenser tous les jardins qu'il y a à faire, puis tous les gens, comme mon père le faisait, qui sont disponibles pour faire les jardins. Ils les mettent en contact et ils prennent 25% dessus. C'est terrible ça. Ils arrivent à taxer une économie non marchande. Ils arrivent à prendre du fric sur ce qui se faisait avant sans fric, fraternellement ou informellement. Évidemment, ça ne marche pas toujours, ça ne marchera pas durable, parce que même le gars qui a changé son appartement entre New York et Paris, il a son voisin, il dit passe pas par Airbnb, je te donne l'adresse directe. Bon, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'activité productive dessus. Il n'y a pas d'activité créative, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est une pompe fric. C'est rien d'autre. Et donc en vérité, on pourrait d'une part taxer ça, d'autre part, ils ne payent pas d'impôts, ils ont amassé des milliards en quelques années, 2, 3 ans, et évidemment ces milliards ne reviennent pas, ils ne ruissellent pas. Ils ne reviennent pas. Et donc cette économie numérique est une grande esbrouffe si vous la laissez désorganiser le travail que nous avons et le fonctionnement économique qui existe. Et il n'y a aucune raison de le laisser désorganiser. Il n'y a aucune raison de se laisser faire là-dedans. Sauf si on est complice quelque part de ceux qui, comme Uber, Airbnb, Blablacar, et je ne sais pas qui organise les jardins ou les repas des gens, se mettent en mouvement. Et on vous dit, ah oui, mais on ne peut plus calculer la durée du travail comme avant, c'est plus possible de... Mais bien sûr que si, on peut. C'est plus facile de calculer la durée du travail aujourd'hui avec l'informatique qu'hier. Vous savez à quelle heure un mail est arrivé. Vous savez à quelle heure l'ordinateur est ouvert et fermé pour ceux qui travaillent dessus. Et donc en vérité, c'est plus facile de savoir, un mail ça fait 1 heure de travail, ou l'ordinateur il est ouvert de telle heure à telle heure, et même si c'est chez vous, on paye. Et donc la durée du travail se recalcule, et c'est 35 heures et 48 heures. Il y a des gens pour vous dire, non, pas 35 heures, ça freine. 35 heures n'ont pas freiné l'économie. Excusez-moi, en France, on est le pays au monde qui a le plus fort taux de productivité horaire. Qu'on ne vienne pas insulter nos salariés. Nous sommes les meilleurs au monde. Ah, mais 35 heures, ça empêche de travailler. 35 heures n'empêche rien de travailler. Puisque la durée maximale, c'est 48 heures. Pas 35 heures. Vous pouvez avoir 13 heures supplémentaires. Ah, sauf qu'elles sont majorées. Alors ils disent, maintenant, elles ne sont pas majorées. Alors ils hésitent. Elles étaient majorées de 25%, on les baisse à 10%. C'est-à-dire qu'on appauvrit. Hein. Et maintenant, ils disent, ça va être 0%. Ah, ils hésitent. Macron dit, si, j'y suis arrivé de facto. Pourquoi dit-il ça? Les journalistes ne le voient pas. Mais dans Badinter, quand on parle des heures supplémentaires, il n'y a plus le mot majoration. Il y a le mot compensation. Si vous êtes juriste, vous savez que ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut ne pas être votre salaire, qu'il y a différentes façons de rattraper, de compenser, etc., qui ne sont pas en argent. Donc c'est fini pour les heures supplémentaires. Alors, si vous finissez pour les heures supplémentaires, vous pouvez monter jusqu'à 48 heures. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez résolver le chômage? Vous croyez que c'est en faisant travailler 2 fois plus les gens qui ont un boulot qu'on va en trouver pour les autres? Bien sûr que non. Alors il y a des gens qui disent, notamment les gens de droite, ils vous disent « Ah mais non, mais de toute façon on ne peut pas partager le travail. » Ah bon? Il n'est pas partagé le travail aujourd'hui? Il l'est bien sûr. Sauvagement. Brutalement. Vous avez 6 millions de chômeurs d'un côté, puis de l'autre côté 6 millions de personnes qui travaillent plus proche de 45 heures ou de 50 heures. C'est un partage, ça.
Sauf qu'il est sauvage. Nous, ce qu'on veut, c'est un partage régulé. C'est pour ça que je pose non seulement les 35 heures, mais les 32 heures. Comment tu parles de réduire la durée du travail aujourd'hui? Bien sûr que oui, c'est même la seule solution pour se sortir du chômage. Il n'y aura pas de réduction du chômage de masse sans réduction de la durée du travail. C'est d'ailleurs comme ça qu'on n'a pas 8 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas encore aux 40 heures. Si vous ne réduisez pas la durée du travail, vous ne le partagez pas, vous n'embaucherez pas des jeunes qui vont arriver. On a 850 000 naissances chaque année depuis l'an 2000. À partir de, dans 2 ans, 3 ans, vous aurez 400 000 demandeurs d'emploi automatiquement chaque année jusqu'en 2030. 400 000 par an, 10 ans, 4 millions. Mais si vous ne partagez pas le travail, vous aurez 10 millions de chômeurs en 2030. Évidemment qu'une société civilisée doit partager le travail, organiser le partage du travail. Et ça relève d'un code, ça relève de décisions qui s'appliquent à toutes les entreprises. Parce qu'on me dit non, c'est pas pareil pour les petites et puis pour les grandes. Encore une fois, je ne raisonne pas en entreprise, je raisonne dans les humains. Je raisonne pour... Vous savez, quand on se battait pour le... nos aînés se battaient pour les 8 heures, ils disaient 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour l'annualisation du temps de travail. Parce que le corps humain, il n'est pas annualisable. Parce que quand vous vivez jour le jour avec votre famille, votre santé, vous avez besoin de temps pour le repos, temps pour le loisir, temps pour le travail. Et qu'évidemment, ça doit être absolument chiffré. Et que l'hypocrite Badinter qui dit pas de chiffres, c'est pour nous casser, pour que vous travaillez à nouveau 10 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Et ça arrive, il y en a plein maintenant déjà. Comme du temps du docteur Villermé. Et évidemment que si vous travaillez comme ça, le chômage augmentera. Et évidemment, quand le chômage augmentera, on vous dira « Ah ben regardez, ça va mal, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. » Acceptez de vous serrer la ceinture encore plus, acceptez de travailler plus pour gagner encore moins. Et on vous dira « On ne peut pas vous payer là leur sup, et on ne peut pas vous payer là la cotisation sociale, et on ne peut pas vous payer là la maladie. » C'est un cycle infernal qui fait qu'au lieu de ruisseler, ça monte, il pompe, il pompe, il pompe, comme les Shadocks, qui siphonnent. Et donc, tout cet argumentaire-là, dès qu'on rentre dedans, qu'on s'oppose aux syndicats qui vous disent le contraire, qui vous disent non, non, protégez votre santé, protégez vos droits, protégez votre code du travail. Les syndicats, j'ai dit cet après-midi, mais j'ai toujours plaisir de le dire, c'est les héros de ce pays. Sans syndicalistes, nous n'aurions rien. Ceux qui parfois tapent sur les syndicats, ils devraient chaque matin s'agenouiller. Parce que s'ils ont des congés payés, s'ils ont une retraite, s'ils ont une sécurité sociale, s'ils ont encore un code, s'ils ont encore de la dignité dans l'entreprise, c'est grâce aux syndicats. Et on ne peut rien faire sans les syndicats. Et il faut unir les syndicats et soutenir les syndicats pour lutter. Ça, c'est de l'anti-gâtage viscéral que je suis en train de vous faire. C'est de l'anti-Macron viscéral. C'est de l'anti-gâtage viscéral. Parce que Gattaz, il vous dit, le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Parce que Mme Parizeau, elle vous dit, la liberté de se penser s'arrête là où commence le code du travail. Elle vous dit, même la vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le serait-il pas? Ils hésitent devant rien du point de vue. Maintenant, quand ils licencient, ils disent, il faut protéger le licencieur. Je croyais que c'était le licencié qu'il fallait protéger. Quand il dit embaucher, on hésite. Ah bon? Mais pourtant, chaque fois que tu embauches, tu fais de l'argent. Et comme si embaucher était un geste de grâce envers le salarié qu'on embauche. Mais aucun patron n'embauche s'il ne fait pas du profit. Et quelque part, il dit, pourquoi je ne fais pas du profit? Encore une fois, c'est renvoyé au carnet de commandes. Les carnets de commandes, c'est renvoyé au développement social et économique. Le développement économique, c'est renvoyé au salaire. Le salaire, c'est renvoyé au droit. Et quand vous renvoyez, vous renforcez le droit, vous avez des meilleurs salariés, une meilleure économie, et ça tourne comme ça. Mais c'est vrai, dans ce cas-là, les marges peuvent diminuer. C'est-à-dire que la répartition des richesses s'opère. Et c'est tout l'enjeu de ce que nous vivons aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire sur le code du travail, s'il vous plaît, dans les 6 mois qui viennent. Ni par le nom de Badinter, ni par Valls, ni par Myriam El Khomri, ni par François Hollande. Ne vous laissez pas faire, ça va arriver au Conseil des ministres le 9 mars. Ça va être entre le mois d'avril, mai, juin, juillet, avec des navettes parlementaires. Ils vont essayer de le faire voter en août. On a le temps de se mobiliser et d'informer l'opinion.
Parce que je vous dis tout de suite, c'est pas TF1 qui nous informera. Pour gagner contre TF1, il faut des réunions comme ce soir. Et plein de réunions comme ce soir. On a créé un collectif au niveau national, avec la CGT, avec la FSU, avec Sud, et avec beaucoup de partis politiques, d'associations comme Attac et tout ça, qui s'appelle CQFD. Ce code qu'il faut défendre. Et on prévoit à peu près 200 meetings dans tout le pays pour essayer d'expliquer pied à pied pourquoi il faut défendre historiquement et présentement le code du travail. CQFD, ce code qu'il faut défendre. Vous voudrez bien compter la réunion de ce soir pour un de ces meetings, parmi les 200 ou 300, j'espère que nous allons faire. Et puis, il y aura des mobilisations, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser arriver ça au Conseil des ministres le 9 mars sans se mobiliser. Alors, après, il y a des difficultés. Parce que Paul Jadas nous a dit qu'il faisait 1,4 kg. Et que les gens n'ont pas l'habitude. Et qu'ils auront des doutes sur tel ou tel aspect. Est-ce que quand même, dans Macron, il n'y aurait pas quelque chose de bon? S'il y avait quelque chose de bon, on le saurait. Il l'aurait dit. Le seul point que les gens ont retenu de la loi Macron, c'est de travailler le dimanche. C'est partagé, parce que les gens qui ne travaillent pas le dimanche voudraient bien que les autres travaillent pour aller faire leurs courses. Mais en général, quand c'est eux, ils ne veulent plus. La question dans les sondages, elle est très facile à faire. Ceci, le travail le dimanche, on n'aura aucun emploi, nous le savons tous. Les femmes pauvres et précaires, parce que ce sera des femmes pauvres et précaires. Et les étudiants désargentés qui viendront travailler le dimanche n'y gagneront pas, vraiment. Celui qui sera embauché le dimanche, il y aura quelqu'un de moins le lundi. Ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas le lundi. Ceux qui en bénéficieront, c'est les chaînes, pas les petites entreprises, et les petits commerçants périront à cause de ça. Et la CGPME dit que ça soulèvera 300 000 emplois, c'est pas moi, c'est un syndicat patronal, la CGPME, qui dit que l'ouverture le dimanche, c'est 300 000 emplois en moins. C'est pas l'augmentation des emplois. Donc pourquoi font-ils ça? Pour désorganiser. Parce que vous cassez la semaine de 35 heures si vous travaillez le dimanche, vous cassez le contrôle, vous n'avez plus de vie sociale collective. Je suis pour une vie sociale collective. Le meilleur argument pour moi pour le travail le dimanche, c'est que c'est un repos commun. On peut se voir. Avec ses enfants, ses proches, sa famille, son association, son syndicat, son association sportive, ce que vous voulez. On peut se voir. Un repos collectif. Collectif. Ah mais je ne peux pas faire mes courses, t'as qu'à aller faire le samedi. Ah oui mais c'est samedi c'est embouteillé. Eh bien si on fait les 35 heures, tu auras le vendredi après-midi pour les faire. Ah oui mais il y a des produits pour le dimanche. Ben oui, il y a certains travaux le dimanche qui sont incontournables. Pour le transport, pour la salle de cinéma, pour le restaurant, ou l'alimentaire le matin, mais ça c'est déjà prévu, depuis 1906. On autorise le travail le dimanche pour là où c'est nécessaire, mais pas là où c'est pas nécessaire. Si on peut économiser à 4 millions de personnes le fait d'avoir un repos pour voir leurs enfants, c'est aussi bien. La loi Macron, c'est aussi le travail de nuit. Ah non, pardon, on finira. En soirée. Ça s'appelle plus de nuit, c'est en soirée. Alors il faut qu'on puisse vendre, paraît-il, du parfum sur les Champs-Élysées, le soir vers 23h. Il y a une foule fantastique qui se presse sur les Champs-Élysées et qui exige d'acheter du parfum à 23h. C'est terrible, si on n'a pas de parfum à 23h, c'est la colère populaire qui se déchaîne. Et il faut que des femmes, parce que c'est des femmes pauvres, viennent d'Aubervilliers pour vendre du parfum à 23h sur les Champs-Élysées. Enfin, on nous prend pourquoi quand on nous fait marcher avec des arguments pareils? En plus, ça désorganise tout le travail de nuit. Ça ne rajoute pas d'emploi. Parce que depuis 1992, le travail de nuit des femmes est autorisé. Il y a 1 million de femmes qui travaillent, mais il n'y a pas un emploi de plus. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut faciliter le licenciement. Encore une fois, ça c'est le leitmotiv. Je vais le faire vite, parce que j'ai plus beaucoup de temps, ça va, Laurent? Je vais le faire vite. Le licenciement en France, c'est 5 points. Alors, ça, je vais me concentrer là-dessus. Quand vous êtes licencié, il faut que ça soit écrit. Pas oral. 2, il faut que ça soit motivé. On dise pourquoi. Aussi, on vous licencie sans motif, ça veut dire toi, dehors, j'ai rien à te dire pourquoi. Toi, dehors, ça fait 20 ans que tu es dans la boîte, mais je ne vais pas m'expliquer avec toi. Toi, tu vires immédiatement, sans motif. On est traité comme un chien dans ce cas-là. La dignité de la personne est atteinte. Troisième chose, c'est qu'on doit pouvoir se défendre. Entretien, comité d'entreprise, délégué, on doit pouvoir se défendre. La quatrième chose, c'est que si on est licencié, on peut faire un recours. Au prud'homme. Enfin, tant qu'il y a des prud'hommes. Et la dernière chose, c'est si vous gagnez le recours, vous êtes réparé, c'est-à-dire
indemnisés ou réintégrés. C'est les 5 points. C'est des points très sérieux. Ils sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ils sont dans la Charte fondamentale des droits humains européenne de 1999. Ils sont dans la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail, dont la France est signataire, pas les États-Unis, pas la Grande-Bretagne. Mais la France est signataire, et Qatar veut qu'on retire notre signature. Mais ces 5 points sont fondamentaux. Il vous protège. Si vous vous êtes viré sans protection, allez toujours défendre vos droits en amont. Hein. Parce que si vous allez demander des heures supplémentaires à votre patron, puis 2 jours après vous vire, vous savez pourquoi. Et celui qui est à côté de vous, il ne va pas aller demander ses heures supplémentaires après. Bon, c'est simple à comprendre. Et donc la vérité, c'est que le droit du licenciement est nodal pour se protéger ses droits du travail en amont, et ensuite la possibilité de retrouver un travail ou d'être reconsidéré. Donc voilà, ils ont affaibli ça de la loi Sapin, de l'ANI du 11 janvier 2013, à la loi Sapin du 14 juin 2013, à la loi Macron du 7 août. Et il continue, puisque maintenant on va pouvoir vous modifier votre contrat, vous modifiez vos horaires, vous modifiez votre salaire, et si vous refusez à titre individuel, vous aurez moins d'avantages, même en termes de compensation pécuniaire, indemnisation, que les licenciements économiques actuels. Ça, c'est le dernier petit volet de la loi Macron 2 et de la loi Khomri. Et donc, vous avez des trucs terribles qui se dessinent. Alors, comment on va faire? Bon, ça va passer dans nos têtes. Parce que c'est d'abord dans nos têtes, que sais-je. On sort la crise de nos têtes. On comprend que rien de tout ça n'est fatal. On comprend qu'on peut imposer une redistribution des richesses en même temps qu'on protège nos droits. On comprend qu'on peut dire non à la cause du Code du travail. On comprend qu'on peut éduquer l'ensemble des salariés là-dessus, et des jeunes. Parce que par exemple, je prends un exemple pour les jeunes. Macron, c'est pas Macron d'ailleurs, c'est Rebsamen. Longtemps j'ai dit que c'était Macron, mais ça s'est niché dans la loi Rebsamen du 17 août 2015. Il y a 3 CDD possibles maintenant de suite pour les jeunes. Au début, l'actuel gouvernement a commencé en disant on va réduire la précarité, on va réduire les CDD. C'était l'ANI même qui disait ça. Et là, il y a possibilité pour 3 CDD de suite. Avec un maximum de 18 mois. Presque le CPE de 2020. Puisque 3 CDD de suite, ça veut dire que le patron peut vous virer 2 fois à la scoula sans motif. Et que vous enchaînez en fait la précarité sans arriver à un CDI. Et ça sert à quoi? À rien. C'est un bizutage pour le jeune. Parce que, encore une fois, l'entreprise ne marche pas avec des CDD. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'exigence économique à être précaire. Il n'y a pas d'exigence économique à être intérimaire. Il n'y a pas d'exigence économique à être en CDD. La preuve, encore une fois, qu'il faut des salariés bien formés, bien traités, bien payés, c'est que le CDI est toujours dominant dans notre pays. 85% des contrats sont en CDI. Et même 97% entre 29 ans et 54 ans. La précarité, c'est pour les jeunes, les femmes, les immigrés, et maintenant ils veulent la mettre pour les seniors. Mais en vérité, pour le corps du salariat, l'économie ne peut pas marcher avec des précaires. Alors, je vous ai décrit tout ce qu'ils voulaient faire, tout ce qu'on a défendu. Je vais vous dire qu'on va gagner, avec une preuve. C'est que le poids du salariat, il est très fort. 93% des actifs sont salariés aujourd'hui en France. Ce n'est pas les indépendants qui pèsent, ce n'est pas les ubérisés qui pèsent. Il faut regarder la trajectoire depuis 1945. En 1945, il y avait 55% environ de salariés. Et 45% d'indépendants, les Uber de l'époque, qui étaient agriculteurs, commerçants, comme on disait, profession libérale, artisans, qui étaient 45%. Mais ils ont chuté depuis 70 ans. Ils sont plus que 7%. Le salariat, il est passé de 55 à 93%. Nous sommes forts. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus homogènes qu'à l'époque. Nos salaires ont été contactés. Il n'y a pas de différence, il y a moins de différence entre ouvriers et employés, et même les cadres. On est 98% à gagner moins de 3 200 €. En fait, on est fort, on ne le sait pas. Il faut le savoir. Et ils ne feront pas disparaître le salariat. Ils ne pourront pas, oui, un petit peu. Vous avez vu l'opinion, le Figaro, les Échos, tous les jours disent la fin du salariat. Mais ils peuvent nous faire descendre un petit peu à 93, 92, 91, 90% avec l'offensive. Tant qu'on n'aura pas été dans la rue, qu'on n'aura pas réoccupé nos entreprises, tant qu'on n'aura pas été resyndiqués, tant qu'on n'aura pas dit stop à cette machine infernale, ils peuvent nous faire descendre encore un peu. Mais ils n'y arriveront pas. À la fin, c'est nous. Et quand c'est nous, quand tout le monde va comprendre ça,
Moi, je suis un optimiste, hein, je suis un vieux 68 heures. J'ai commencé à militer avant mai 68, et on me disait à l'époque, la classe ouvrière est embourgeoisée. En 64, hein, les ouvriers ne sont plus intéressés par les luttes. Il n'y aura plus jamais le mai-juin 36. Il n'y aura plus jamais d'après-guerre comme en 45-47. J'ai vécu avec ça quand j'avais 20 ans, j'y croyais pas. J'ai eu raison, parce que j'ai vécu mai 68 où tout le monde s'est transformé et où l'explosion sociale qui a eu lieu a encore des traces aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 2008, 40 ans après, Sarkozy avait dit « il faut liquider mai 68 ». 40 ans après, ça l'inquiétait encore. Il avait besoin de le liquider. Mais là, on est bientôt à 50 ans. Mais on pourra revivre. Ça se reproduira. La société a une telle tension. Ils exigent tant de nous. Ils sont si riches là-haut. Ils créent tant d'inégalités. Ils vont si loin qu'on va réussir, au-delà de cette réunion, avec tous vos collègues, avec tous les autres syndicats et dans l'unité, à changer les choses. Merci de votre attention.